Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal, les titres de ces 22 heures. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le rapport annuel de la Cour des comptes des mains de la présidente de la Cour des comptes. Également dans l'actualité, nous allons parler sécurité frontalière et cohésion sociale à l'ordre du jour à Ali Sabieh avec cette visite du ministre de l'Intérieur. En nouvelle du monde, Saleh élu à la tête du HCR, une première historique depuis plus de 75 ans. C'était les titres place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le chef de l'État qui a reçu cet après-midi au Palais de la République le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères de la coopération internationale à la tête d'une importante délégation de 100 pays. Le déplacement à Djibouti de M. Tejani a trait à une visite officielle placée sous les signes de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, aux liens déjà privilégiés et étendus à tous les secteurs d'activité. Les discussions permirent également de faire le point sur l'état d'avancement des projets multiformes de coopération en cours entre les deux nations. L'entretien a ensuite porté sur les créneaux nouveaux de collaboration entre les deux parties susceptibles d'influer avec des partenariats gagnant-gagnant. Volet complémentaire de collaboration, de coopération stratégique dans plusieurs domaines. Et à l'issue de cette entrevue avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le chef de la diplomatie italienne a fait part de la détermination de son pays d'intensifier les échanges avec Djibouti, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et des ports. Pour ce qui concerne Djibouti, moi je veux renforcer les liens. Nous avons de très bonnes relations au niveau politique, mais on peut faire beaucoup plus. Je pense dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie. On a des intérêts en commun. Djibouti est au milieu des intérêts à niveau mondial. La capacité de Djibouti d'être un pays crucial pour renforcer la stabilité dans la région, dans cette région africaine. Et donc, on peut partir de Djibouti pour essayer de résoudre des problèmes qu'il y a entre l'Éthiopie, l'Érythrée, il y a aussi le Soudan, qui est un pays qui nous préoccupe beaucoup. Et donc, on peut travailler ensemble à Djibouti pour essayer de trouver des bonnes solutions. Et après, je dis, il pourrait devenir le siège de l'ONU, comme il y a les Chinois, les Américains, les Italiens, les Japonais, les Français, tous ensemble ici, et sans aucun problème. Ensuite, le chef de la diplomatie djiboutienne, Abdelkader Hussein, s'est réjoui dans une réaction de la collaboration fructueuse entre les deux pays, ce qui compris donc dans les domaines les plus sensibles, notamment autour de la mission de sécurisation maritime régionale que sont l'Atalante et la SPID. Aujourd'hui, nous avons reçu le vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de la coopération de l'Italie pour la première fois à Djibouti. Plusieurs points ont été discutés et nous espérons que ce ne sera pas la dernière visite du ministre Tajani à Djibouti et nous espérons que nous allons poursuivre cette collaboration et cette coopération qui est très importante parce que l'Italie reste quand même un pays ami et avec lequel nous avons de solides relations, notamment à travers les opérations Aspides, les opérations Atalante pour sécuriser le commerce international à travers la mer Rouge. Je vous le disais dans les titres, le président de la République a reçu aujourd'hui au Palais de la République le rapport annuel public de la Cour des comptes et discipline budgétaire pour la période 2022-2023. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires au chef de l'État a été effectuée par la présidente de cette institution, Mme Nismahan Ibrahim Mahmoud, accompagnée de ses principaux collaborateurs. Ce rapport général reprend les résultats de contrôle réalisés par la Cour des comptes sur cette période
Il comporte un premier tome consacré aux résultats du contrôle traditionnel, le contrôle du budget de l'État des années 2021 et 2022, et le jugement de compte des comptables publics, une activité régalienne que la Cour a repris récemment. Le tome 2 est dédié entièrement au contrôle de la gestion de fonds de lutte contre la pandémie de la COVID-19 survenue en 2020. Le caractère atypique des procédures et l'intervention multi-acteurs n'a pas sécurisé la gestion de ces fonds. Enfin, sur cette période, la Cour de compte a mis l'accent sur les activités de gouvernance interne, socle sur lequel reposent ces activités de contrôle des qualités et professionnalisme requis conformément aux règles et aux principes et standards internationaux. La Cour de compte relate les progrès réalisés, mais également les défis que connaît la juridiction financière. Excellence, telle est la teneur de ce rapport que j'ai le plaisir et l'immense privilège de vous remettre très respectueusement. Ce rapport contient d'importantes observations et recommandations visant à accroître le niveau de transparence financière de gestion administrative des établissements publics. La présidente de la Cour de compte était accompagnée de ses proches collaborateurs, le ministre également de la Justice des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaes, ainsi que la conseillère juridique du président de la République ont pris part à cet entretien. Et à l'issue de cet entretien, la présidente de la Cour des comptes, dans un point de presse, mit l'accent sur les activités de gouvernance interne socle sur lesquelles reposent ces activités de contrôle de qualité requises. Depuis quelques années, c'est devenu une coutume pour la Cour de compte de remettre annuellement un rapport au chef de l'État. Ce rapport retrace les activités de contrôle que la Cour a réalisées. Pour ce rapport précis, il s'agit des années 2022-2023. Ce rapport retrace les principales constatations que la Cour de compte a formulées à l'occasion de ce contrôle réalisé sur cette période que j'ai indiquée. Cette fois-ci, le rapport comporte deux tomes. Le premier tome est consacré aux activités de contrôle que nous appelons traditionnelles, c'est-à-dire une revue du contrôle du budget de l'État. C'est une activité que nous réalisons annuellement. La deuxième partie de ce rapport, de ce premier tome, comporte une revue aussi des progrès que la Cour de compte a réalisés en matière de contrôle juridictionnel, notamment ce qu'on appelle l'apurement de comptes des comptables publics. Et le deuxième tome, un tome spécifiquement consacré à la gestion de fonds qui ont été collectés pour la lutte contre la pandémie que le Djibouti a subi à l'instar du monde entier en 2020. La troisième partie que j'ai évoquée, ça ressort du tome 1, c'est la prise en charge, la prise en main de la Cour de compte de ses activités de gouvernance interne en matière de renforcement des capacités pour se mettre elle-même à niveau aux standards internationaux et dans la perspective de produire et de remettre au chef de l'État à tout moment de rapports de haut niveau et de qualité et avec le professionnalisme exigé par les standards et les normes internationales. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, la conférence des présidents s'est réunie hier, 22 décembre, ont pris part à cette réunion les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions permanentes ainsi que la rapporteure générale de la commission des finances. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que de M. Hassam Omar Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Au cours des travaux, la conférence des présidents a examiné un projet de loi, en l'occurrence le projet de loi relatif au patrimoine culturel national, soumis en procédure d'urgence. À l'issue des échanges, le texte a été confié à la commission de développement social élargie à la commission de la législation pour l'étude et l'examen approfondi. La conférence a par ailleurs fixé la tenue de la prochaine séance plénière au jeudi 25 décembre.
Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, accompagné du ministre délégué chargé à la décentralisation, Qassim Haroun Ali, se sont rendus hier dans la région d'Ali Sabieh dans le cadre d'une mission officielle de visite et d'évaluation. Dès leur arrivée, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, ainsi que par le président du conseil régional, M. Charmaki Hassan, après une première rencontre avec les autorités administratives locales. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la frontière de Galilée où il a rencontré la police des frontières, de la douane, de l'armée, pour s'enquérir de la situation de la migration régulière tout en s'informant des avancées de lutte contre l'immigration irrégulière. Poursuivant sa visite, le ministre s'est rendu également sur le site de construction de la fondation IOG située près de Galilée. Ces logements qui ont vu le jour grâce à la générosité du président de la République. Dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur a tenu une importante rencontre avec les Oukal de la région d'Ali Sabieh. Lors de son intervention à cette occasion, le ministre a exprimé ses remerciements au Oukal pour l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à son collègue de la décentralisation. Il a également transmis les salutations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, tout en soulignant l'importance du rôle des autorités traditionnelles dans la préservation de la cohésion sociale, de la stabilité nationale. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a reçu une importante délégation venue de Shanghai. Cette délégation, conduite par le vice-président de l'Assemblée municipale, était accompagnée de l'ambassadeur de Chine accrédité à Djibouti et par le maire de la ville de Djibouti. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération décentralisés qui unissent la ville de Djibouti à celle de Shanghai. Le ministre a rendu un vibrant hommage à la République populaire de Chine qu'il a qualifiée de partenaire stratégique qui a toujours accompagné et soutenu le programme de développement de notre pays depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Le vice-président de l'Assemblée municipale de Shanghai a remercié le ministre pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a également informé le ministre qu'en 2026 sera organisé un événement mondial qui va célébrer l'amitié de la Chine et de l'Afrique. Le vice-président de l'Assemblée de Shanghai a invité le ministre de la décentralisation ainsi que la mairie de Djibouti à prendre part à cette rencontre sino-africaine. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, dans son communiqué, affirme donc que le Forum national des Djiboutiens de l'étranger qui devait se tenir hier 21 décembre aura lieu finalement mercredi au Palais du Peuple, rappelant que donc ce forum n'a pas eu lieu hier en raison de fortes pluies. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moumin, ont présidé ensemble la cérémonie de réception d'un don de médicaments, de matériel médical offert par le HCR aux entrepôts du PAM APK20. Cette cérémonie a vu la participation du représentant par intérim du HCR à Djibouti, du directeur général de la CAM, de représentants de l'ONARS, de la directrice générale de l'offre de soins, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé et du personnel de l'agence onusienne. Le HCR se félicite de la parfaite collaboration du ministère de la Santé dans la prise en charge médicale des populations réfugiées au sein du village de Holhol et de Ali Adé, ainsi qu'à Markazi. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, au nom du ministère, a présenté ses compliments au HCR et exprimé également ses sincères remerciements pour son appui dans le cadre de la prise en charge des populations réfugiées dans notre pays. Plus généralement, le secrétaire général du ministère de la Santé a mis l'accent sur l'intégration réussie des populations réfugiées dans le système de santé, gage de ses engagements pris
par la République de Djibouti dans la mise en œuvre du cadre d'action global en faveur des réfugiés. L'appui du HCR au ministère de la Santé se décline en des médicaments essentiels, particulièrement concernant la lutte contre les maladies chroniques. Ils sont exclusivement destinés à Djibouti-Ville, Aliadé, Holhol et Obok, bien entendu tout en tenant compte du poids des réfugiés dans chaque zone d'accueil. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a remercié le HCR pour ce don de médicaments qui contribuera, a-t-il dit, sans nul doute à l'amélioration de la prise en charge médicale de la population locale ainsi que des réfugiés. Au nom du ministère de l'Intérieur de la République de Djibouti, j'ai l'honneur d'exprimer notre profonde reconnaissance au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti pour le don important de médicaments remis au ministère de la Santé. Ce geste généreux s'inscrit en réponse à l'appel de fonds conjoints lancé le 3 août 2025 par le gouvernement de Djibouti et le HCR au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Depuis la suspension du financement du HCR intervenue en juin 2025, les zones d'accueil des réfugiés gérées par l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés ONARS sous la tutelle du ministère de l'Intérieur font face à des contraintes majeures dans la continuité des services essentiels, notamment en matière de prise en charge sanitaire. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné l'intégration réussie des populations réfugiées dans le système de santé national. Les médicaments que nous réceptionnons sont destinés aux populations les plus nécessiteuses, notamment aux réfugiés vivant dans les camps, mais également aux populations djiboutiennes. Ce geste de solidarité illustre parfaitement l'approche inclusive et humanitaire du HCR qui œuvre sans relâche pour garantir l'accès aux soins de santé à toutes les populations vulnérables sans distinction. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte particulièrement contraignant, marqué par l'amenuisement progressif de l'appui de nos partenaires et parfois par des suspensions brutales de financement. À cet égard, le HCR Djibouti n'a pas été épargné, avec l'interruption de son financement en juin 2025, rendant encore plus difficiles les interventions humanitaires et sanitaires en faveur des populations réfugiées et autres. Malgré les difficultés financières auxquelles il fait face, le HCR Djibouti continue de faire preuve d'un engagement remarquable et d'une solidarité exemplaire envers les populations que nous servons ensemble. Dans le cadre de la coopération militaire entre l'armée djiboutienne et l'armée royale du Maroc, le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major des armées, a reçu dans son bureau à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le colonel Tami El Djebraoui, attaché militaire du Royaume du Maroc, résident à Addis Abeba. Cette rencontre empreinte de fraternité et d'amitié a constitué une prise de contact officielle avec le nouvel attaché de défense marocain. Elle a permis d'échanger sur les perspectives générales de coopération militaire entre les deux pays, de réaffirmer également la volonté commune de renforcer les liens de partenariat dans un esprit de confiance, de solidarité, de respect mutuel au service de l'intérêt partagé de la stabilité régionale. Un accent particulier a également été mis sur la formation et le renforcement des capacités considérées comme des leviers essentiels de la coopération bilatérale. Les échanges ont souligné également l'importance de développer des opportunités de formation, d'échange, d'expertise, de perfectionnement au profit des professionnels et du personnel militaire afin de contribuer durablement à la professionnalisation des forces et à l'interopérabilité entre les deux armées.
Ensuite, suite aux fortes précipitations qui ont eu lieu hier, le préfet de la ville de Djibouti a poursuivi sa tournée d'inspection à travers plusieurs quartiers, axes routiers et artères principales de la capitale. Cette visite de terrain avait pour objectif de constater l'état d'avancement des opérations de dégagement de routes et de s'assurer également de la fluidité de la circulation ainsi que de la sécurité des citoyens. Au cours de cette tournée, le préfet a pu constater les efforts des équipes d'urgence, des équipes techniques dans le pompage des eaux pluviales, le nettoyage des canaux d'évacuation, la remise en état des voies de communication affectées. Les responsables sur le terrain ont fourni des explications détaillées sur les interventions en cours, les défis rencontrés dans certains quartiers touchés par ces intempéries. Le préfet a souligné l'importance de la mobilisation continue dans le domaine humain, logistique ainsi que la coordination entre différents services. Hier, l'État est venu secourir la population. Des motopompes ont été installées partout dans Anguilla. Et Inch'Allah, d'ici en cours de journée, l'eau sera complètement évacuée. Et à l'issue de cette visite de terrain, le préfet a ensuite organisé une réunion de travail avec les membres de la cellule des crises. Cette rencontre avait pour objectif de dresser un état des lieux précis de la situation après les intempéries, d'évaluer les impacts enregistrés sur les infrastructures urbaines, les espaces publics, ainsi que de coordonner les actions engagées par les services compétents. À l'issue de cette réunion, il ressort que l'ensemble des artères principales des espaces publics de la capitale qui avaient été inondés la veille ont été dégagés et rendus plus accessibles. Les eaux pluviales ont été évacuées grâce aux efforts conjugués de la protection civile, de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD. Ville de Djibouti, pour voir les axes dégagés, le travail entrepris depuis hier soir. Et je remercie énormément les services de l'État, les services techniques, et l'assainissement, l'ADR, l'OVD, tous les services qui ont contribué à la protection civile, la police nationale, qui ont fait leur part de travail depuis hier. La voie de l'Oued, qui passe par l'Oued, est complètement dégagée. Nous nous sommes rendus hier et ce matin à l'Oued et à Barwako. La voie de Barwako, qui était encombrée, tous les déchets emportés par le cru de l'Oued, ont été enlevés et dégagés, nettoyés, afin de permettre aux automobilistes de circuler sans difficulté. À Boulaous, nous avons passé l'avenue Nasser, la route d'Arta, la RN1, la RN2, la route nationale 1, la route nationale 2, et nous avons constaté que les réseaux d'assainissement ont drainé les eaux pluviales. Suivant cette fois cette réaction du directeur général de la météorologie. Je me trouve au bureau du préfet pour participer à la 10e réunion, ça veut dire celle d'hier c'était la première, aujourd'hui la 10e, pour voir la situation. L'Agence nationale de la météorologie a présenté les prévisions météorologiques pour le 24 heures prochain. Ça veut dire, quel temps fera-t-il demain, aujourd'hui et demain? Le ciel sera peu nuagé, les pluies sont parties, il n'existe plus de pluie, ça veut dire les pluies ont cessé. Ça veut dire, hier soir, si je parle d'hier soir, il a plu, il y a eu des pluies fines, faibles, de long à Belbala, mais le reste du pays restait nuageux. Pour la région de l'intérieur, Assamo, Gestir, Ali Adé, Hol, traces de pluie. Al-Sebi est toujours couvert, à Swellville. Tejora, il a plu ce matin 3 mm. Randa, 17 mm. Arta, le soleil réapparaît. Et puis, Dikil, toujours nuageux. Obok aussi, toujours nuageux. Avant de terminer, je vais dire que la météo est prête pour fournir des informations fiables. Je vais dire aussi que
la météo, l'Agence nationale de la météorologie et la politique déterminée du président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, s'est rendue dans la région d'Arta, plus précisément dans la localité de Ouéha. Cette mission s'inscrit dans une série de déplacements à l'intérieur du pays visant à renforcer les liens entre les institutions et les populations rurales. Dès son arrivée sur place, elle a été chaleureusement accueillie par les autorités de la région, parmi elles le préfet, M. Hassan Dabale Ahmed, le président du conseil régional Ilmi Bouh, ainsi que les députés dont l'honorable Aïcha Mohamed et Omar Wabari Wammalaw. Au cours de cette visite, Mme Fatouma Moussa a échangé directement avec les populations locales, avec un focus particulier sur l'autonomisation des femmes, la lutte contre la violence basée sur le genre. Ces discussions franches et constructives font écho aux missions récentes de l'UNFD dans les autres régions. La tournée s'est achevée sur une note solidaire grâce à l'initiative de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid. Des dons essentiels ont été distribués pour chacune des deux localités de Ouéha, Leïta. 100 familles ont reçu des vivres alimentaires variés. Ces gestes concrets ne sont pas seulement une aide ponctuelle, mais un investissement dans l'avenir des familles, renforçant également la résilience face aux défis climatiques et économiques. En visite officielle à Djibouti, le maire de la ville suédoise de Bollnäs, M. Abdullahi Mohamed, s'est rendu dans la région de Dikil. Dès son arrivée, la délégation a été reçue à la résidence de la préfecture par le préfet de la région, M. Hassan Abdiroblé, aux côtés du président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein. Cet accueil protocolaire, marqué par des danses folkloriques, a symbolisé l'hospitalité et l'attachement des populations locales à cette visite de coopération internationale. La délégation du maire de Bollnäs comprenait notamment le responsable des relations internationales, ainsi que M. Ali Daher, directeur général d'Eco-Service, société djibouto-suédoise et membre actif de la Global Djibouti Diaspora. Une réunion protocolaire s'est tenue à cette occasion entre la délégation et les autorités locales, permettant d'échanger sur les perspectives de coopération avec la région. La délégation s'est ensuite rendue au conseil régional de Dikil où elle a été chaleureusement accueillie par une mobilisation populaire remarquable. Les élus locaux, chefs coutumiers, membres de l'Union des femmes de Dikil, représentants des sociétés et des structures associatives. La journée s'est poursuivie dans une grande rencontre élargie dans le hall du conseil régional, réunissant la délégation suédoise et les autorités locales, les élus des différentes composantes de la société civile. Ces échanges ont permis de réaffirmer la volonté commune de bâtir une coopération fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le développement territorial. S'exprimant à cette occasion, le maire de la ville suédoise de Bollnäs, M. Abdullahi Mohamed, a mis en avant la dimension personnelle et symbolique de sa visite. Il a indiqué que son frère Mahad l'a invité chaleureusement ici, qu'il considère Djibouti comme sa seconde patrie. Il a insisté sur l'objectif principal de sa visite. Nous ne sommes pas venus ici pour des cérémonies, mais pour mettre nos compétences et notre expertise au service du développement local. Nous avons constaté les efforts déjà engagés et admiré la ville de Dikil, notamment à travers sa diversité et son dynamisme. Il a conclu ses propos donc en réaffirmant la disponibilité de sa municipalité, de ses partenaires à accompagner les initiatives visant à l'embellissement, développement et au renforcement de la cohésion sociale de la ville de Dikil dans un esprit de fraternité, de coopération durable. Restant toujours à Dikil où le maire de Bollnäs, accompagné du président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein, a d'abord effectué une visite guidée des locaux du conseil régional permettant à la délégation suédoise de prendre connaissance de l'organisation administrative et des services techniques régionaux.
Dans ce cadre, une présentation détaillée de l'agence de la voirie de Dikil a été proposée aux experts suédois, mettant en évidence le fonctionnement, les missions, les orientations stratégiques de cette structure en charge de la gestion des déchets. La délégation s'est ensuite rendue sur le terrain pour une évaluation concrète de ce dispositif en place. Les experts suédois ont procédé à un diagnostic approfondi du système de collecte de déchets ménagers organisé en 8 zones couvrant le chef-lieu de Dikil ainsi que les 4 sites de premier dépôt et du site final de traitement situé en périphérique de la ville. Cette mission a également permis d'examiner les mécanismes de gestion financière, l'organisation interne de l'OVD de la ville de Dikil. Et de là, donc, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée générale des Nations unies a élu l'ancien président de la République d'Irak, Bahram Ahmed Saleh, au poste de commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2026 pour un mandat de 5 ans. Cette nomination marque ainsi une étape significative de M. Saleh devenant le premier dirigeant originaire du Moyen-Orient à prendre la tête du HCR depuis plus de 75 ans. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.